밤새도록 춤추고 싶어. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est réunis ce soir pour enregistrer un podcast, le premier podcast de l'ICANN, fait avec des étudiants pour à peu près tout le monde en fait qui s'intéresse aux jeux vidéo. Je suis pas tout seul ce soir, enchanté, je m'appelle Nicolas. Je suis pas tout seul, je suis en 3e année de game design à l'ICANN justement. Je suis pas tout seul ce soir, on est nombreux. Je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. Bonjour, je m'appelle Hugo, donc je suis en première année à l'ICANN aussi en game design. Bonsoir, donc moi c'est Rémi et je suis également en première année de game design. Donc moi aussi, Pierre-Louis Bourri, donc en game design en première année à l'ICANN. Nous avons aussi un invité, mais alors avant ça, je vais quand même introduire un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui du jeu multijoueur, est-il fait pour réunir ? Donc c'est une question qu'on s'est tous posée quand on a joué à Street Fighter, parce que globalement, il y a ceux qui jouent à Street Fighter et ceux qui perdent à Street Fighter aussi. Et du coup, bon, on s'est dit, est-ce que vraiment ça réunit ou est-ce que justement ça brise des amitiés parce que quelqu'un qui gagne à Mario Kart, il gagne toujours à Mario Kart et du coup, c'est jamais lui qui fait la vaisselle. Et du coup, donc, on a un invité pour ça, pour parler justement de ça, c'est Jonathan Penaud. Je te laisse te présenter en quelques mots. D'accord, du coup, bonsoir à tous. Je suis game designer depuis environ 6 ans. J'ai travaillé sur plusieurs jeux comme Urban Rivals ou Dofus, qui sont des jeux à tendance multijoueur, soit du versus, soit du jeu coopératif. Et j'ai une très très longue expérience du jeu en compétition, en ligne ou en physique. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous donner quelques informations intéressantes sur le sujet. Alors, je crois que Hugo voulait faire un petit récapitulatif des jeux, parce que le jeu a quand même un énorme background multi, sauf le solitaire. Mais... Oui, du coup, en fait, je voulais faire raconter un peu la petite histoire en fait, donc, du jeu vidéo multi. Donc, on peut parler quand le jeu vidéo, au début du jeu vidéo, les premiers jeux étaient majoritairement multijoueurs déjà. Sauf que ça se jouait pas comme maintenant, donc avec à plusieurs en ligne, etc. Tout début, c'était vraiment 2 joueurs sur un même écran qui jouaient, qui étaient dans la même salle, côte à côte. On peut donner comme exemple pour le premier jeu multi qui est considéré comme tel, c'est Tennis for Two, qui est sorti en 1958, qui est considéré comme l'un des premiers jeux multi, donc qui jouait sur un seul écran à 2. Après, ça a évolué assez rapidement en fait, sur des jeux en split screen, donc c'est des écrans séparés, pour permettre aux 2 joueurs en fait, de pouvoir jouer et avoir leur propre personnage avatar indépendamment de l'autre joueur. Oui, donc l'arrivée du split screen, c'était donc vers 1976 sur les bornes d'arcade. Le premier jeu qui se fait remarquer pour ça, en fait, c'est Spy vs Spy. Qui est donc sorti en 1984. Le véritable jeu à vraiment avoir imposé le split screen et qui a montré en fait l'intérêt, c'était donc Super Mario Kart sur Super Nintendo, qui a vraiment démocratisé et popularisé en fait ce type de jeu multi. Après le split screen, ce qui est arrivé assez rapidement en fait, c'est le fait de pouvoir jouer à plusieurs en local sur le même réseau, qu'on peut nommer Space Team, qui avait été développé par des universitaires à l'université de l'Illinois. Mais ces premiers jeux en fait, ils étaient assez compliqués et durs à prendre en main parce que c'était vraiment un truc qui était fait pour les chercheurs et pour les étudiants. Du coup, c'était assez complexe. Et puis vu que c'était quelque chose qui était encore nouveau, c'était assez dur à appréhender. Et après, arrivé assez rapidement, donc avec la démocratisation d'Internet, le fait de pouvoir jouer à plusieurs, donc en ligne, avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même pièce et qui peuvent être partout dans le monde entier. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que à l'époque, faire une IA pour pouvoir jouer contre un autre joueur, c'était plus compliqué que de faire directement du 1 contre 1 avec une autre personne réelle, à côté de nous. On peut dire aussi pour juste aussi le jeu vidéo en général, c'était au début,
il s'inspirait du jeu de plateau, tout ça, le jeu traditionnel, et qu'en général, comme on l'a dit avant, il y avait que le solitaire justement qui jouait en solo. Donc le jeu de base en fait était fait pour être en multijoueur. Donc d'où la tendance donc des premiers jeux à vouloir faire des jeux en multijoueur local, donc entre joueurs contre joueurs. Donc que l'IA donc est venu après, une sorte d'idée qui a été ajoutée justement par par le média donc du jeu vidéo. On peut voir notamment qu'à l'époque, on se réunissait pour jouer dans un lieu bien précis, je pense aux salles d'arcade, et que plus ça va et moins on se réunit pour jouer, on peut jouer en ligne, et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que c'est que les consoles de salon présentent majoritairement des jeux en ligne, mais pas forcément des jeux jouables ensemble sur la même machine. Maintenant, il n'y a plus que des jeux multi en ligne, tu veux dire, il n'y a quasiment plus de Oui, jeux c'est locaux. ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution en fait dans le domaine du jeu. On est passé vraiment de l'arcade à on se réunit dans un salon pour jouer à on va en ligne et puis du coup on se voit plus forcément physiquement. Là, tout le monde joue ensemble, mais sans être à côté, et chacun chez soi, quoi. Où est-ce qu'ils sont réunis? D'où le sujet justement, c'est parfait. Puis c'est vraiment, si on peut vraiment rebondir là, sur les jeux scindés sur les consoles, et le fait qu'il y ait de moins en moins de jeux scindés sur les consoles est vraiment critiqué par les joueurs. Donc je prends l'exemple qui me tient très à cœur, qui est Halo 5. C'est-à-dire que quand même les Halo, je me souviens, puis c'est vraiment une expérience personnel avec mon frère, on a fait tous les Halo en coop, en écran scindé, et c'est-à-dire que le dernier Halo, quand tout le monde a vu qu'on pouvait pas jouer en écran scindé, ça a fait râler. Donc 343 Industries a affirmé que c'était des problèmes techniques, mais on peut quand même voir que sur les remasters, on peut quand même jouer à deux, et on revoit à quel point c'était bien quand même, et que ça manque dans le dernier Halo. Ah ouais, mais l'avatar, il est plus beau. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros shift de la part des industriels concernant la question du jeu multi en local. Je pense que ça vient d'une part du fait que les jeux avaient comme argument de vente d'être de plus en plus jolis, beaux, et qu'un split screen avait pour incidence de réduire énormément la taille de l'écran et la lisibilité des visuels affichés par les jeux, mais aussi il y a surtout une notion de contrôle des habitudes utilisateurs et de la quantité de temps de jeu, enfin de beaucoup de métriques d'ailleurs qui sont mesurées en ligne, qui n'étaient pas forcément disponibles au départ. Si le fait de vendre beaucoup plus de jeux, puisque si chaque joueur doit se procurer sa propre version pour jouer avec ses amis, au lieu de vendre un jeu pour 4, on vend 4 jeux pour 4. Du coup, on a eu un revirement de situation où beaucoup d'indépendants se sont emparés de la manne pour pouvoir proposer des jeux multi-locaux vachement intéressants, à savoir Towerfall, Chalo Chalo, Overcooked. C'est des titres en général où on passe une énorme... très très bon moment, que ce soit des titres versus, donc Towerfall qui est un jeu où on se tire à l'arc dessus au départ avec des mécaniques assez hardcore gamer quand on maîtrise bien le jeu. À l'inverse, Overcooked, c'est un jeu où on cuisine tous ensemble, on doit faire des plats, et généralement, il y a une personne qui va commencer à essayer de se poser en leader, mais tout le monde hurle en même temps dans la salle, et c'est ça qui fait, on va dire, le jus justement de ce jeu, c'est l'espèce de cacophonie ambiante générée par la mixité des ordres, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Space Team un peu aussi au début, où tout le monde parle en même temps. Et parce que aussi, l'avantage des jeux en coop et surtout des jeux scindés, c'est que si notre coéquipier fait une bêtise, on peut le taper directement. Ça marche aussi en opposition. C'est-à-dire que si on se bat contre quelqu'un qui est trop fort, on peut lui donner des petits coups de pied pendant qu'on joue pour équilibrer le truc. Quand on est opposé à l'adversaire, ça marche encore mieux. Parce que du coup, en fait, on a vraiment envie de le déstabiliser pour faire en sorte de prendre l'avantage. C'est encore pire. Genre les coups de coude quand tu joues à Mario Kart. Ouais, bien sûr. Généralement, il y a quand même des règles tacites qui sont non énoncées, mais appliquées par les joueurs sur le respect des pratiques de jeu à l'extérieur du jeu. Il y a des jeux qui proposent de mettre les contrôleurs
très peu atteignable et dans un espace restreint. Donc on a Sota notamment qui a fait ça, ou Button. Button, qui était le premier, je pense, du genre, a proposé aux joueurs de mettre une manette, de jouer à 4 sur la manette et donc de se bousculer violemment les uns les autres pour pouvoir accéder à la manette. Et là, le jeu, il propose aux joueurs de jouer de manière plus ou moins violente. Ça dépend des typologies de joueurs. Tandis que quand on joue à un jeu normal, on va dire type Overcooked, on s'attend pas à ce que les joueurs se tapent dessus. Le jeu n'invite pas les joueurs par sa mise en place à se fracasser la tronche. Oui, après, ça dépend aussi du type de jeu, aussi, effectivement. Alors, c'est vrai que sur une borne d'arcade en versus fighting, on a envie de pousser du coude un peu l'adversaire pour prendre plus de place que lui sur la borne. Les bornes Alican en sont une super représentation parce qu'elles sont plus petites que des bornes normales. Donc, c'est toujours un petit peu est-ce que tu me permets de me placer bien pour que j'obtienne le maximum de mon jeu? Donc, il y a une sorte de fair play qui s'installe à travers la pratique. Ou alors, est-ce que les joueurs sont des snakes, qui est une catégorie de joueurs qui va utiliser tous les éléments externes? Donc c'est du metagame à proprement parler, qui utilise tous les éléments externes pour déstabiliser son adversaire pour essayer de gagner la partie. Donc il y a toujours un peu cette connivence entre est-ce que je veux obtenir le meilleur de mon adversaire pour avoir une partie qui me donne de la gloire à être gagnée, ou est-ce que je veux gagner à tout prix et dans ce cas-là je déstabilise mon adversaire qui est physiquement là de toutes les manières possibles. Et c'est toujours une grande question qui se pose quand on est dans du versus ou des jeux. Et on remarque d'ailleurs assez facilement qu'il y a des choses qui sont acceptées, genre les insultes, et des choses qui ne sont pas acceptées, genre les balayettes. Oui, mais du coup, c'est ce que l'abus justement des avantages qu'offre le fait qu'on soit à côté, donc quand on joue, est-ce que ça permet pas justement ça force justement les joueurs à se diviser justement, parce que si tu joues avec quelqu'un qui force à te donner des coups de poing ou des coups de coude à chaque fois que tu joues avec lui, t'as envie de plus jouer avec lui, quoi. Mais c'est les règles de l'arène, écoute. Si elles sont acceptées, en tout cas par une quantité de joueurs suffisante, de sorte à créer un environnement de jeu, alors tu rentres dans l'arène avec ces règles-là qui sont des règles opérationnelles. Ouais, mais s'il y a des gens qui se séparent de ce schéma-là, ils font un schisme et ils choisissent de créer leur propre arène. Ça arrive très souvent et on appelle ça généralement un ortho-jeu ou une variante normée d'un jeu à travers laquelle la plupart des joueurs décident de s'affronter. Ouais. Donc c'est pas que les règles qui sont inscrites dans le jeu vidéo, mais aussi les règles opérationnelles, les règles de tournoi, les règles... Parlette a fait un super diagramme d'ailleurs, je vous invite à le regarder, sur les différentes typologies de règles. Sur des jeux comme Magic, l'Assemblée par exemple, on a des règles du jeu et des règles de tournoi qui indiquent comment on doit mélanger son paquet, quelles sont les pratiques qui sont interdites et autorisées, le fait de prendre du temps pour prendre une décision par exemple, est accepté dans une certaine mesure, sinon on appelle ça... je sais plus le terme, désolé. En fait, on peut délibérément prendre une décision pendant trop longtemps et se faire bannir ou en tout cas prendre une sanction parce qu'on a pris trop de temps à faire un choix. C'est parce que les parties sont réglementées en temps donné et on appelle ça jouer la cloque en général, et c'est rarement bien vu et c'est toujours un petit peu limite comme comportement. Il y a ce jeu qui... excuse-moi. Ouais, vas-y, j'ai rien d'autre. Il y a ce jeu qui joue là-dessus, j'ai plus du tout le nom en tête, qui consistait à regarder l'écran, l'écran adverse, donc quand on joue en coop sur la même console, parce que les deux personnages étaient invisibles et c'était du deathmatch. Ouais, les Silent Assassins. Et on était vraiment obligé de voir l'écran adverse, donc je trouve ça assez marrant comme concept. C'est juste jouer sur cette espèce de mécanique. Je crois que le jeu dont tu parles, c'est Screen Sheet, non? Ouais. Le principe justement est basé sur ça, sur le fait que le joueur est obligé en fait de tricher pour pouvoir savoir où sont ses adversaires. Du coup, c'est plus vraiment de la triche, c'est comme dans... Non, en fait, du coup, c'est même la mécanique principale, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et même, ils sont allés jusqu'au bout en faisant des maps qui sont avec des couleurs très vives pour qu'on puisse savoir exactement où est l'adversaire, en fait. Donc, c'est assez intéressant qu'ils aient utilisé justement une des faiblesses du split screen pour en faire quelque chose soit du coup une force pour ce jeu, en fait. Parmi les 3 questions qu'on se posait dans le sujet, par exemple, pourquoi déjà on joue en groupe, donc comme ça on a répondu un peu en partie. Donc que ce soit...
Ouais, mais peu importe, même si c'est même si on parle de MMORPG, pas forcément de multi avec des écrans splittés. Oui. Oui, c'est vrai qu'on avait 3 points principaux qu'on n'a pas forcément abordés dans l'ordre parce que on est parti directement en discussion. Mais donc je vais quand même les énoncer. Donc quand et comment on se met à jouer en groupe. Ensuite, on a une évolution aussi de la technique et du marché qui font que les jeux évoluent aussi. Et enfin, il y a une rupture entre le multi, justement. Il y a une sorte de rupture qui se fait avec de moins en moins physique, mais de plus en plus. Mais il y a aussi une continuité, en fait. Ça paraît logique de passer du canapé à Internet, je sais pas pour plus tard, mais il y a une évolution logique qui se fait. Du coup, moi, je propose de partir sur le quand et comment on se met à jouer en groupe, en primaire. Je pense à la Marelle ou au Rubik's Cube. Non, mais Rubik's Cube, ça marche pas. Mais la Marelle, par exemple, on pourrait très bien y jouer tout seul. D'ailleurs, souvent, on y joue tout seul, chacun son tour. À tour de rôle. C'est ça. Et pourtant, on est là, ouais, on joue ensemble, viens, on se fait une Marelle. Ouais, mais c'est pouvoir se comparer avec les autres. C'est pas drôle, genre jouer à la Marelle tout seul. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ça. C'est là, je pense, où on peut parler un peu du problème des MMO. Vers quoi tend le MMO du jeu solo. On en parlait tout à l'heure hors antenne, hein, mais Oui. avec Pierre-Louis, comme quoi le jeu MMO, et je pense totalement à The Elder Scrolls Online, comme quoi on peut totalement faire le jeu seul, même si The Elder Scrolls Online s'est fait un peu comme ça pour un peu rejoindre le jeu de base des Elder Scrolls. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une tendance un peu à pouvoir jouer plus solo et moins se réunir, qui est finalement compliqué. C'est vrai qu'on passe de plus en plus du MMO où on est tous en train de jouer ensemble, donc un peu typé Donjons et Dragons, jeu de rôle, où on va vouloir s'entraider et où on a un but commun, à un jeu solo mais en multi. C'est le problème même de la nature du jeu, en fait. C'est les jeux coopératifs comme ça à grande échelle, en général, on a besoin de beaucoup de monde. Donc beaucoup de monde sur un jeu qui est typé pour une niche, donc des gens qui ont beaucoup de temps pour y jouer et qui en plus ont envie de jouer en coopération plus que faire une petite partie pour taper les copains. C'est dur de faire un jeu avec un aussi grand monde et un aussi grand contenu ciblé sur une petite niche. Donc c'est pour ça que je pense que la plupart des MMO essayent plus de faire un côté solo pour pas forcément pour faire du flouze, mais juste pour qu'il y ait du monde qui vienne, en fait. Attirer une certaine clientèle. Ouais, voilà. Alors moi je vois Jonathan qui veut parler. Je pense qu'il y a un parallèle que vous avez fait qui est assez intéressant entre le jeu physique et le jeu numérique, c'est l'accessibilité. Quand vous faites une partie de Donjons et Dragons, vous devez réserver du temps, des disponibilités de la part des joueurs, vous vous organisez tous ensemble et la partie commence si et seulement si l'intégralité des joueurs, ou en tout cas tous ceux qui ont répondu présent, le sont et sont prêts à jouer. Alors que quand vous avez un jeu en ligne multijoueur qui est accessible en permanence, si tout le monde n'est pas raccord et que certaines personnes ont envie de jouer, elles peuvent quand même continuer à jouer et il faut un contenu qui leur convienne, qui convienne à cette typologie de jeu qui est du jeu plus solo où les gens ne sont pas là pour faire des raids forcément. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de joueurs de MMORPG qui sont réguliers, qui se réunissent à des heures précises, qui se donnent des rendez-vous pour faire des raids. C'est les points forts du jeu en multijoueur, en coopération, parce que chacun a besoin des autres pour pouvoir avancer, alors que vous avez aussi toutes ces parties de grinding entre deux niveaux pour obtenir un sort en plus, ou de quêtes qui servent principalement les joueurs qui veulent continuer à jouer parce qu'ils ont accès au jeu, mais qui n'ont pas les moyens de jouer en groupe forcément. Et donc derrière, vous avez aussi tous les systèmes de matchmaking pour les donjons, les raids, etc. dans les MMORPG, qui permettent aux joueurs un peu plus solitaires et qui ont aussi plus de temps pour jouer, de pouvoir trouver des joueurs qui sont dans les mêmes habitudes de jeu qu'eux et qui eux aussi cherchent des joueurs pour jouer. Donc voilà, il y a différentes méthodes de regroupement. C'est vrai qu'il faut bien comprendre que le jeu physique, c'est une pratique qui est accessible si et seulement si il y a des joueurs qui sont là pour la pratiquer à plusieurs. Il y a une nécessité d'avoir un palier minimum qui est le nombre de joueurs minimum du jeu. Un jeu en ligne, à partir du moment où vous cliquez sur lancer le jeu et vous lancez la partie, vous pouvez lancer une partie tout seul en théorie, mais avec des joueurs avec qui vous n'êtes pas mis d'accord au préalable pour jouer, qui eux aussi ont fait la même action que vous. C'est ce décalage-là qui crée en fait, pas qui les crée, mais qui pose la question de qu'est-ce que feront ces joueurs quand ils sont tout seuls et qu'ils ont quand même envie de jouer.
C'est vrai qu'on le voit, je trouve qu'on le voit beaucoup, cette espèce d'évolution, et ce qui est sûrement signifié par le nombre de joueurs qui est croissant. Je pense notamment à World of Warcraft, où par exemple ce qu'on appelle LFR, donc Looking for a Raid, qui est fait pour les joueurs qui se taguent tout seuls, pourtant être réunis avec une vingtaine de joueurs, voire plus, qui donc, du coup ne créent pas de groupe. C'est le jeu qui va les grouper directement, avec vraiment, comme tu disais, un certain nombre de joueurs qui sont dans la même situation. Et donc du coup, évidemment, c'est du coup plus facile de rechercher des groupes comme ça. Du coup, on est un peu moins efficace, mais ça convient tout à fait à un grand nombre de joueurs. Voilà, et du coup, la difficulté du jeu aussi est impactée par ces groupes faits de pick-up, de joueurs qui ne sont pas organisés pour jouer ensemble, mais qui vont quand même réussir à mettre en commun leurs compétences pour pouvoir effectuer les challenges que le jeu propose. Mais... Donc ça se parle en fait, tout ça, sachant que vraiment le matchmaking, c'est la pierre angulaire de cette pratique. Mais c'est vrai qu'on a aussi un besoin dans le MMO de plaire à des gens qui vont jouer avec leurs amis, à des gens qui vont jouer seuls, à des gens qui vont jouer avec leurs amis, mais pas forcément sur les mêmes réseaux horaires, faisceaux horaires. Et du coup, faut plaire à tout le monde, il faut que tout le monde puisse jouer quand il veut, en fait. Donc c'est vrai que je repense à Ragnarok, c'est là où j'ai le plus d'expérience en MMO, où j'avais commencé à jouer avec des amis, mais au final, plus ça allait et plus on jouait quand on avait le temps et pas forcément en même temps. Et donc on rentre dans des guildes, on fait des trucs, mais c'est vrai que commencer tout seul un MMO, c'est intimidant parce que c'est un monde qu'on connaît pas, avec des mécaniques qu'on connaît pas, des gens qu'on connaît pas, un univers qu'on connaît pas. Surtout la première fois qu'on joue à un MMO, on se sent perdu totalement. On voit des onglets dans tous les sens, et si le guide du jeu est pas hyper bien, si le joueur est pas hyper bien guidé au fur et à mesure de son leveling, c'est vrai que je connais pas mal de potes à moi qui ont pas pu, qui après avoir vu la masse de contenu qu'on pouvait faire à plusieurs, ont été ah non, c'est beaucoup trop, je suis perdu. Et quand tu arrives à niveau 4, tu vas pas dire est-ce que je peux rentrer dans une guilde? Je pense aussi ceux qui partent la plupart du temps, c'est à cause du grinding en fait. C'est comment dire, justement tu parlais tout à l'heure, Jonathan, donc du contenu entre les donjons, donc entre le contenu multijoueur, donc pour les joueurs solo, donc de pouvoir monter de niveau et tout ça. Je pense en fait, vu que c'est devenu obligatoire maintenant, donc pour accéder donc au contenu fun en fait des MMORPG, il y a beaucoup de monde en fait qui abandonne avant. Moi par exemple, c'est mon cas la plupart du temps. Les MMORPG, je me dis la première semaine je le dose, voire 2 semaines je monte à la moitié du jeu, puis après j'arrête complètement parce que je me dis ça vaut pas la peine en fait. Et c'est un peu chiant, je veux dire, il y avait Guild Wars 2 qui avait fait ça pour les joueurs PVP, c'est-à-dire qu'on pouvait accéder dès le level 2 en fait, dès le début, on termine le tutoriel qui dure 2 minutes chrono et hop c'est bon, on peut partir en PVP avec tout le monde et on est mis à pied d'égalité en fait avec tous les autres joueurs. Donc c'était plutôt intéressant, mais du coup en fait les joueurs comme moi donc qui en ont marre du grind en fait, ils jouaient qu'au PVP avec des persos level 2 et c'est tout en fait, ils faisaient que ça toute leur vie. Et j'ai jamais joué je crois que j'ai jamais fait une seule quête donc de l'histoire principale de Guild Wars 2, j'ai joué que les persos PVP et je crois que j'ai 800 heures de jeu sur le jeu pour l'instant, donc c'est un peu triste. Parce que c'est vrai que la façon d'aborder un personnage selon l'expérience dans les MMO, c'est-à-dire que moi quand je crée un personnage sur un MMO que je connais bien, je pense directement à ce que je vais faire au level maximum et pas ce que je vais faire pendant le leveling, et là je vais essayer de bâcher le leveling sagouin. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que Guild Wars 2 avec cette histoire d'event en plus, où ça bouge tout le temps, parce que toi tu faisais pas les quêtes, mais c'est vrai que c'est cette possibilité de pouvoir directement faire du PVP, c'est vrai que du coup ça a dû réunir plus d'un joueur au lieu du système de quête basique qu'ils ont voulu un peu changer par rapport au modèle WoW classique qui est imposé. Du coup ça fait 2 jeux différents, mais comment dire, c'est le problème en fait, c'est que maintenant quand je joue en PVP moi à Guild Wars 2, c'est pas du tout un MMORPG, c'est comme si c'était c'est une sorte de LOL en caméra libre en fait. Oui, une battle arena. Voilà, c'est une battle arena, c'est tout. En plus, c'est bien ça, on booste le personnage, même level 2, quand on commence à faire le PVP. Ouais, c'est tout le monde est mis. C'est comme si t'étais avec le meilleur stuff possible et imaginable en fait. Et du coup, là, en fait, vous avez énoncé 2 problématiques qui se recoupent. Il y a d'une part le contenu solo qui peut ne pas être très intéressant, et donc ça c'est souvent un défaut de design dans les MMORPG.
au sens où le jeu est prévu pour être multijoueur et donc du coup on met du contenu mono pour pouvoir remplir les trous. Il est souvent moins bien, moins intéressant et peut-être que ça coûte super cher à produire pour ce que ça rapporte. C'est souvent des dynamiques, enfin des logiques de production qui sont en cause, ou alors on ne sait pas le faire non plus. Et il y a aussi l'immensité et la complexité des systèmes et du contenu à découvrir qui peut totalement perdre un joueur. Mais ça, c'est vrai aussi pour les MOBA. Il est souvent recommandé de jouer 1 an à Dota 2, par exemple, avant de pouvoir commencer à comprendre tous les personnages et ce qu'ils font. Vous prenez un jeu comme PUBG qui est assez récent, qui a l'air assez simple dans ses fondements. Il y a quand même énormément de procs, de systèmes sur la map à comprendre. Et c'est très agréable de les découvrir à plusieurs et d'avoir quelqu'un qui nous aide à comprendre plutôt que d'avoir un tutoriel permanent dans le jeu qui d'ailleurs devient très rapidement chiant, nous donner ces informations. Donc du coup, il y a par la structure du jeu une nécessité de se regrouper pour comprendre et apprécier le jeu. D'une part parce que le jeu n'est pas forcément conçu pour être joué solo et donc que le contenu solo est peut-être de moins bonne qualité. C'est une supposition, c'est pas forcément une obligation. Maintenant, il y a aussi toute la partie de découverte et de maîtrise du contenu qui, elle, est beaucoup plus agréable en multi parce qu'on n'a pas besoin de s'exporter hors du jeu sur des sites web pour aller chercher l'information. On ne sait pas forcément où chercher l'information non plus. Et on a des joueurs souvent plus expérimentés qui vont pouvoir nous guider, nous donner des informations qu'on cherche directement. Ça renforce des liens sociaux à travers ce jeu, basé sur les expériences de jeu. Et aussi, ça crée des histoires de jeu qui sont toujours différentes. Je reprends encore PUBG, mais il n'y a pas une partie à 4 qui se ressemble. Et c'est totalement hilarant d'ailleurs, hein, parce que souvent, on arrive à gagner des fois sans vraiment jouer au jeu comme on devrait y jouer, avec une personne qui fait absolument n'importe quoi dans notre groupe, qui est débutante en FPS, donc qui ne sait même pas manier clavier souris. Hein. Ah oui. C'est très très drôle, et malgré tout, on arrive à avoir une expérience de jeu hyper intéressante. On lui passe du savoir, on l'entraîne à des choses, et elle ne se sent pas perdue devant l'immensité du contenu du jeu. Parce qu'elle est bien accompagnée, du coup. Voilà, et elle prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer à un jeu auquel nous, on ne joue pas, c'est-à-dire se déplacer, se repérer sur la map et commencer à viser la souris et commencer à récupérer les objets. Si nous, on jouait comme elle, on se ferait chier, hein, il n'y a pas à dire. Mais elle s'éclate. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui motive les gens à se regrouper sur des jeux. Il y a le partage de l'expérience, le partage de la compréhension de la complexité du système, mais même s'il est simple, hein, la Marelle, on en parlait tout à l'heure, il y a certaines stratégies à appliquer sur l'équilibre, sur comment sauter, comment on lance le caillou pour arriver sur la bonne brique, puisqu'il y a une volonté de vouloir aller de A à Z sur les chiffres, hein, de 1 au maximum à ciel dans l'ordre, et de revenir. Il y a aussi la démonstration de la progression à travers les autres. C'est très motivant de montrer qu'on progresse aux autres, et sachant qu'eux sont les témoins de notre progression. Ils nous voient au départ et ils nous voient progresser, devenir de mieux en mieux. Et donc, tu as ce retour et cette motivation permanente du regard de l'autre qui te dit « Ah ouais, c'est bien, tu progresses, c'est cool ». Et toi, qui as quelqu'un à qui te rattacher, un facteur externe qui te permet de continuer à avancer dans la découverte du jeu. Donc, c'est vraiment cette expérience de découverte, de maîtrise et de passation de l'information qui donne, à mon avis, des clés du regroupement dans les jeux multijoueurs. Et quel qu'il soit, il n'y a pas besoin que ce soit un MMO ou un MOBA. Hein. Ça, c'est... Le meilleur exemple pour ce genre de jeu, c'est les jeux à scoring. Genre, pour les speedrunners ou même juste le scoring tout pur et simple. En général, pour les techniques avancées et tout ça, c'est la communauté qui met tout en commun, en fait. Et ce qui est marrant, c'est pas juste de faire son score à côté, c'est de découvrir les stratégies des autres, de les appliquer, de les apprendre et d'en donner aux autres, en fait. Et de voir, par exemple, quelqu'un qu'on connaît pas qui applique une stratégie qu'on avait mis en ligne avant. Et ça fait plaisir, en fait, de voir que les gens progressent grâce à ce qu'on a fait dans le jeu, en fait. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que du coup, c'est un peu du multi, mais de façon indirecte, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que du coup, en fait, les joueurs vont s'entraider. À la base, le jeu est un jeu solo, mais les joueurs avec la communauté qu'il y a autour même arrivent à s'entraider pour du coup, en fait, ça fait
limite comme du multi, surtout par exemple au scoring. Si on vient sur tout ce qui est bornes d'arcade, le scoring sur les bornes d'arcade, il y a eu avec le top 10 des meilleurs joueurs. En fait, du coup, c'était la compétition indirecte, du multi indirect, même si le jeu était en solo. Mais le problème des bornes d'arcade, c'est qu'en général, il n'y avait pas les replays. Donc, mais c'était du 1 contre tout. C'est-à-dire que c'était rare les gens qui partageaient leur technique en général. Non, là, c'est vrai que du coup, c'était plus. Donc, c'était de l'opposition, pareil. Mais, À ce sujet, je vous invite à regarder le super documentaire King of Kong, qui est absolument incroyable, sur l'histoire de Billy Mitchell, le plus grand psychopathe de l'histoire du jeu vidéo. celui qui vendait son sperme ou je sais pas quoi. Là. Bon, sûrement, mais c'était un super patriote, surtout, qui se prenait pour le meilleur et qui arrivait à imposer sa dictature, justement, du replay aux autres joueurs sans en avoir lui-même prouvé, sans avoir réussi à prouver lui-même l'existence de ses high scores, ou en tout cas, sans avoir montré qu'il l'avait fait, et demander aux autres de le faire, de montrer qu'ils l'avaient fait eux. Donc en gros, il disait qu'il Il avait avait un score de fou et il disait mais montrez-moi ce que vous êtes capable. Ouais, voilà, Il exactement. n'y a jamais eu de démonstration réelle de ce qu'il savait faire. En fait, c'est pire que ça. C'est qu'il y a un mec qui a réussi à le faire, qui s'est filmé, et ils sont venus analyser sa borne d'arcade chez lui, disant qu'elle était pas forcément officielle, donc il faudrait refaire le score. Enfin, c'est la mafia, cette histoire. C'est absolument Alors que le incroyable. gars, à la base, lui-même, n'a aucune preuve, en fait. Du coup, il voulait juste garder sa place au top et c'est tout. Quoi. Et c'est une façon en fait de pousser aux joueurs. Limite, ça aurait pu être quelque chose fait par la marque, enfin par le jeu, pour pousser les gens à y jouer. Pousser les gens à faire le meilleur score possible. Aujourd'hui, ça serait ce genre de choses qui se ferait, je pense, même créer un personnage de toute pièce pour donner envie aux joueurs de faire le meilleur score possible. Oui, c'est très Kojima comme façon de faire ça. Mais sur ce, je vous propose de faire une petite pause. What are you shooting? They can hear you. Let me die. Just don't pin me! No! No! Tell me you guys saw that! Did you? I was going wrong. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. On se retrouve donc après cette petite pause musicale avec une question, du coup. Jonathan a parlé tout à l'heure de PUBG et il disait qu'il y avait des novices, il y avait des novices donc qui se faisaient aider par des gens qui avaient plus l'habitude et que comment on fait en tant que game designer pour justement pousser les joueurs à faire ça et pas juste se traiter de noob et tout ça. Oh, wow. Ça, c'est une question. C'est une sans- reprise sympa. C'est une question sans réponse parce que il y a, enfin, si, il y a plusieurs réponses possibles, mais la communauté à qui tu diffuses ton jeu est vraiment, on va dire, la clé de cette question. Et si tu designs ton jeu pour une communauté un petit peu adolescente, alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir pour qui on design un jeu réellement en termes de communauté, mais on a un peu une idée de qui va jouer à notre jeu, a posteriori en tout cas avec des analyses de données. Mais c'est une question très complexe parce que tu peux avoir des communautés qui sont très toxiques sur des jeux multijoueurs en ligne. Je prends la communauté de Dofus qui... désolé, les joueurs de Dofus, mais sur les forums, on pleure quand on vous lit. Déjà, on pleure parce qu'on n'arrive pas à vous lire. Et ensuite, on pleure parce que ce que vous dites est généralement pas très sympa. À l'inverse, la communauté d'Urban Rivals était une communauté de joueurs qui remerciait le staff à chaque sortie. J'ai jamais vu une communauté aussi positive que ces gens-là, qui sont là un peu dans la famille depuis le début. Donc je pense que c'est plus la manière dont tu traites ta communauté, la proximité que tu as dans les rapports avec les discussions, l'évolution du jeu par rapport au retour des joueurs, plus que ce que tu mets dedans, enfin, pas forcément plus, mais ça a un gros impact sur la manière enfin, sur les types de comportements que tu vas avoir. Aussi, les outils que tu donnes aux joueurs. Tu prends un jeu comme Minecraft, où chacun peut refaire le monde à sa sauce. Si tu prends un serveur public de Minecraft, je suis prêt à parier que c'est le chaos.
Ou alors que, inversement, tu vas avoir trois grandes factions qui vont se mettre en place. Tu vas avoir les constructeurs, des gens qui vont créer des belles pièces, les destructeurs qui vont vouloir mettre le vide à tout, et les protecteurs qui vont essayer de protéger ces pièces. C'est 3 archétypes dans des espaces publics de construction qui sont souvent, qu'on retrouve très souvent et à toutes les... dans toutes les sphères où on peut interagir avec des choses que les gens font. Donc là, ça veut dire que tu vas retrouver ça dans des espaces où tu peux construire des choses. Dans des espaces où tu peux tuer des gens, si tu peux tuer ton équipe ou influer sur des gars de ton équipe, tu peux avoir des comportements toxiques à base de team kill, team frag, etc. Mais tu sais que si tu peux le faire, alors tu peux le recevoir aussi. Et généralement, il y a beaucoup plus de gens qui sont contre que pour. Donc du coup, tu vas avoir une exclusion sociale qui va se mettre en place assez rapidement. Alors que si tu ne donnes pas d'outils pour faire ce genre de choses, pour pouvoir avoir un peu de pouvoir sur le jeu des autres, comme dans Overwatch, tu te retrouves avec des gens qui peuvent être volontairement toxiques ou déconnectés de l'équipe sans avoir de pression sociale autre que le chat qui est très facilement ignorable, alors que se faire tirer dessus ou se faire enfermer dans une prison indestructible, ça change quand même l'expérience de jeu très fortement. Donc je pense que d'un point de vue design, ça dépend des options de jeu et du contexte de jeu que tu donnes aux joueurs. Le contexte, ça va donner des comportements types, et les options de jeu, ça va permettre des régulations entre joueurs. Plus que la communauté à laquelle tu destines ce jeu. Parce que la communauté, elle se fait en fonction de l'adoption qu'il y a eu pour le jeu par rapport à des gens. Et c'est plutôt dans le community management que ça se traite, et dans la proximité des joueurs avec le studio, que tu vas avoir des retours plus ou moins toxiques ou plus ou moins plaisants. Donc il faut vraiment différencier la pratique de l'environnement avec les joueurs extérieurs, quoi. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais c'est vraiment une question avec beaucoup de couches et très complexe, dont chacun répond comme il peut. C'est une sorte de recette. Ouais, disons que j'ai vu plusieurs jeux, j'ai bossé sur des jeux avec des qualités très différentes, avec des options très différentes de jeux, et j'ai pas observé la même chose à chaque fois. Pourtant, c'était à peu près les mêmes âges, les mêmes sexes, c'est genre du 15-24 mâles principalement. La moyenne d'âge d'un jeu sur Dofus, c'est 23 ans, et c'est 3,6 ans d'ancienneté en moyenne. Donc pour un joueur actif. Donc c'est des joueurs qui sont là depuis très 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 longtemps et qui ont leurs habitudes sociales en guilde avec leurs amis et qui sont très attachés au jeu et à ce qu'il était pendant la période où ils ont aimé le jeu énormément. Et aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui, quand ils s'expriment, sont très 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 déçus par les nouveautés parce que c'est du changement du jeu auquel ils ont joué. Il y a la nostalgie, il y a aussi, ils ont leur vue sur le jeu, ils ont des attentes qui ont commencé à se construire après plusieurs années et qui ont été, pour la plupart, la plupart des attentes ont été, comment on dit ça déjà ? Cette année, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été dans le sens des attentes des joueurs et ils ont été très contents. Ce qui était très, très sympa à lire sur les forums. Où, enfin, 2017, ça y est, on fait enfin tout ce qu'on attendait, nous, ou tout ce qu'on a demandé. Et il y a le créateur du jeu qui dit, ou les créateurs qui disent, nous, on pensait faire évoluer le jeu dans telle direction, les joueurs voulaient cette autre direction-là. Nous, on sait ce qui est bon pour le jeu, entre guillemets, mais du coup, ça va créer des joueurs pas contents. Et inversement, si on donne ce que les joueurs veulent, on ne sait pas si ça aura pas un effet hyper destructif à court moyen terme sur le jeu. C'est pour ça qu'on évite de prendre des décisions en fonction de ce que les joueurs demandent. C'est toujours très compliqué comme question. Justement, ceux qui crient sur les forums, donc qui font le plus de bruit, pas forcément les commentaires constructifs, mais c'est nul, ou les c'était mieux avant, les trucs comme ça en général, c'est pas justement ceux qui qui ont le moins d'expérience dans le jeu, ceux qui sont là en... Ouais, tu peux avoir des rageux, hein, c'est tout. Hein. Oui, non, mais je pense pas que genre, quand tu mets 6 ans de temps libre dans un jeu, genre, que tu commences à crier comme ça à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Je veux dire, je veux bien que tu sois nostalgique, mais
de là à crier ta haine sur les forums à chaque mage. Je dirais qu'il y a deux types. Il y a très peu de joueurs actifs qui s'expriment. Il y a à peu près, je pense, 10% des joueurs grand maximum qui s'expriment. Et c'est séparé en deux catégories. Il y a les joueurs zélés qui vivent, respirent par le jeu. Et il y a les joueurs mécontents, permanents, qui pensent qu'ils peuvent faire mieux et proposent des idées basées sur leur point de vue et pas sur donc un point de vue très micro et pas sur un point de vue macro avec des années de réflexion sur le sujet. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ces joueurs. C'est pas qu'on les écoute pas, c'est que souvent c'est rabâché et leur solution, on y a déjà pensé aussi et on a pu percevoir les avancées de ces évolutions. Il faut savoir qu'un jeu comme Dofus, par exemple, c'est un jeu où on travaille beaucoup en tissage de contenu. Quand on crée un nouveau contenu, on essaye de faire en sorte qu'il aille avec tout le reste, qu'il se tisse et qu'il interagisse avec le reste, peut-être d'avoir des sortes d'îlots solitaires qui ne se greffent pas au reste du jeu. Ça nous permet de capitaliser de manière multiplicative sur tout le contenu, mais ça peut aussi avoir des impacts sur tout le reste du jeu. Donc c'est à double tranchant. Et généralement, les nouvelles manières de faire ne conviennent pas aux joueurs parce qu'elles changent leurs habitudes de jeu, un jeu pour lequel ils ont signé et qui dérive vers quelque chose de nouveau, voire même quelque chose qu'ils ne connaissent plus après des années. On prend un joueur qui a joué à une époque en 2010, on prend un joueur qui joue en 2016. Je ne sais pas s'ils jouent au même Dofus. En tout cas, ils doivent tout réapprendre à ce moment-là. C'est très perturbant pour les joueurs en tout cas. C'est vrai que quand tu évoquais cette histoire de nostalgie et tout ça, ça me fait beaucoup penser, encore désolé de revenir encore là-dessus, mais c'est parce que c'est une information quand même récente. Quand Blizzard a annoncé à la dernière BlizzCon, il y a 2 semaines, les serveurs WoW classiques qui revenaient au premier jeu d'Ivania, c'est qu'on retrouve vraiment cette histoire de nostalgie et de demande des joueurs. Parce qu'il y a eu un gros problème avec des serveurs privés qui étaient avec des versions antérieures des joueurs, intérieures du jeu, et du coup qui étaient très demandés par les joueurs. Il y a eu un problème et le serveur a été supprimé. Ça a fait un énorme scandale sur Internet avec des milliers de pétitions. Et du coup, ils ont mis à jour ce serveur. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais en tout cas, est-ce qu'ils ont écouté du coup vraiment l'avis des joueurs et pour un jeu vieux comme Dofus finalement? Alors oui, est-ce que justement il y a des versions 1.29 là, qui ont été relancées il n'y a pas longtemps et des serveurs monocomptes, mais il faut savoir que c'est l'apanage à peu près de tous ces anciens jeux. On peut en compter, on va dire, vraiment 4 énormes. Il y a RuneScape de Jagex qui a la même ancienneté et le même schéma d'évolution que Dofus ou WoW et qui a sorti aussi des serveurs Legacy il n'y a pas longtemps et il y a même plusieurs types de serveurs en fonction des versions qu'ils ont décidé de maintenir. Et c'est surtout ça qui est important. C'est qu'à un moment, ils ont dit à certains joueurs, on vous a écouté, on vous a entendu, on vous a remis le jeu auquel vous vouliez jouer. Et on a décidé de prendre des ressources entrepreneuriales pour pouvoir maintenir ces versions. Parce que ce n'est pas gratuit, en fait. Et c'est toujours une décision qui est un peu complexe dans l'évolution de ces jeux, de vouloir revenir sur des versions antécédentes qu'on pense qu'elles sont moins bonnes. Parce qu'à un moment, s'il y a évolution, c'est qu'il y a évolution de la pensée du game designer à travers son regard sur ce qu'est le jeu et ce qu'il a envie qu'il devienne. Et c'est pas gratuit quand on détruit certaines choses dans un jeu. C'est pas juste pour faire de l'argent ou pour le bien de juste la nouveauté, quoi. C'est vraiment parce qu'il y a une réflexion derrière, qu'on pense que certains systèmes ils ont été biaisés. Les jeux se sont construits au début basés sur des systèmes très JDR et donc ont répété les erreurs, ou en tout cas répété les modèles des jeux physiques qui ne sont pas adaptés aux jeux numériques, pas toujours. Il y a eu aussi des propriétés du jeu numérique sur la longueur, l'accessibilité dont on parlait tout à l'heure. Il y a des joueurs qui ont fini le contenu aussi, donc qui sont dans une phase où ils n'ont plus aucun nouveau challenge et ils s'en vont parce qu'ils sont lassés. Aussi ce retour au jeu des années après avoir arrêté de jouer, où on perd sa position de joueur dominant qui a maîtrisé tout le contenu et où on doit tout réapprendre et donc qui peut être très dérangeant, qui peut donner lieu à des expressions de rage ou de dépit à travers du flame sur les forums ou du comportement toxique en jeu. Comme je disais, c'est une question qui est assez multiple et à chaque fois qu'on prend une décision sur un jeu comme ça, de cet apanage, il y a une longue réflexion
Et on n'est pas forcément tous d'accord en plus. Et il y a aussi des fois des demandes des directions qui disent les joueurs veulent ça, il faut qu'on leur donne, parce qu'on reste un provider, un fournisseur de jeux. On a créé le jeu, et donc tout à l'heure on parlait des serveurs privés un petit peu aussi. Qu'est-ce qui dit que c'est celui qui crée le jeu, qui le fournit, qui doit le détenir? Et quand on lance un jeu en ligne, pourquoi est-ce que ce jeu appartient forcément à une entreprise et ne pourrait pas appartenir aux joueurs? Et donc, le cas échéant, leur laisser la possibilité de récupérer une version du jeu et de la modifier à leurs envies. Pour faire des serveurs privés, ça existe beaucoup sur Ragnarok, ça a beaucoup existé. Moi, j'ai commencé comme ça d'ailleurs. Mais c'est cette question encore une fois, d'environnement de jeu qui convient à un groupe de joueurs. Le problème des MMORPG, souvent, c'est qu'il y a une nécessité d'une masse critique de joueurs sur un serveur pour pouvoir faire vivre le jeu. Et si on commence à chacun laisser sa version, alors il y a une segmentation des groupes de joueurs. Et donc le jeu risque de péricliter justement pour répondre à toutes les attentes. Donc il y a du communautarisme qui se fait à travers les serveurs privés, et du coup tu perds l'effet de la masse, l'effet de l'inertie dans un jeu comme ça. Et donc il y a cette question de est-ce qu'on doit répondre aux attentes de tout le monde pour satisfaire tout le monde, au risque de détruire nous-mêmes le jeu qu'on a créé pour pouvoir répondre à toutes les attentes, ou est-ce qu'on prend une direction de manière un peu tyrannique finalement en tant que game designer pour aller dans une direction précise, faire une unité, un bon gros bloc jeu, et dire aux joueurs, bah voilà, si vous n'êtes pas content, vous devez quand même accepter cette version, un point c'est tout. Et voilà, on arrive sur des comportements qui peuvent être aussi toxiques. Là, c'est le rapport entre ce que devient ou ce qu'est le jeu et les joueurs, et ce à quoi ils veulent jouer. Donc il y a vraiment plusieurs layers. Ça, c'est vraiment le layer communauté plus que outil de game designer. Et c'est presque une question qui est plus importante parce que la question du design en soi et des outils, voilà, c'est ce que font les jeux du joueur, ce que font les joueurs du jeu en tant que pratique, comment ils s'approprient les outils et comment ils jouent au jeu. Et justement, non, j'ai perdu ma phrase. Justement, on a la communauté. On parlait de communauté toxique, et d'où la question est-ce que le jeu est là pour est-ce que le jeu est là pour réunir ou pour séparer, puisque au final, même si on joue tous au même jeu, il est possible qu'on se sépare, on s'entre-déchire et on se vole des blocs dans Minecraft. Alors là, il y a deux réponses qui sont complètement opposées. Il y a la première qui est de dire, on sépare les joueurs en petits groupes, donc on les réunit en petits groupes pour répondre à leurs attentes. Enfin, c'est ce dont je parlais juste avant. Ou alors, on considère que on crée un jeu multijoueur pour que les joueurs aient des expériences ensemble et ils acceptent cette expérience en jouant au jeu, ou alors ils s'en vont du jeu. C'est un peu casse-toi pauvre con. Enfin, je voulais pas le dire comme ça, mais voilà, il y a un moment, il y a un contrat qui est passé entre un créateur de jeu et le jeu, plus qu'entre le joueur et le jeu. C'est le créateur qui décide de ce qu'est le jeu multijoueur, qui décide de ses règles, qui décide des mises à jour à faire, des améliorations, des patchs pour les équilibrages. Et les joueurs ont le choix de continuer à jouer au jeu tel qu'il est proposé dans sa dernière version ou de s'en aller. Et évidemment, de s'exprimer en considérant que c'est injuste ou que ça ne leur convient pas. C'est vraiment un système social qui est mis en place entre le créateur et le consommateur ou le joueur. Parce que là, je l'appelle consommateur au sens où il ne fait que consommer ce qu'on lui donne, toutes les nouveautés qu'on lui propose. Alors, je pensais justement au côté... c'est le game designer qui va mettre en place des systèmes ou des mécaniques pour pouvoir rapprocher les joueurs entre eux. Je repense notamment à League of Legends, où la communauté était très toxique, et ils ont justement mis un système où on peut dire... les méchants. Le tribunal pas forcément le tribunal, mais après chaque partie, maintenant, on peut donner des points spéciaux à des gens, genre celui-là, il est amical, celui-là, il m'a beaucoup aidé, celui-là, c'est un adversaire honorable. Comme les notes sur Blablacar, c'est ça. Exactement. Et du coup, mine de rien, la communauté, maintenant, elle s'est vachement calmée, et on arrête de s'insulter à tout bout de champ. Après, c'est un moment que j'ai pas joué, donc je sais pas. Sauf que le problème de League of Legends, c'est que j'y joue beaucoup, et le problème, en fait, du jeu, maintenant, c'est que c'est... Comment dire
la difficulté du jeu maintenant, c'est pas forcément de connaître le jeu, c'est de savoir calmer ou de se calmer en jeu en fait. Parce que, par exemple, avant le tribunal, en fait, les seules requêtes de report qui marchaient donc pour le tribunal, c'était le racisme. Donc, moi, je m'en souviens, hein, c'est comme à peu près tout le monde en fait. Non, c'est même pas que c'était mieux avant, c'est que ça n'a jamais été bien en fait. Sur ce système-là, en fait, l'aspect social de League of Legends, je pense qu'ils l'ont raté en tout point en fait à chaque fois parce que le système de report en fait c'était un peu une sorte, on était en fait en otage en fait du jeu et donc du système de report parce que des fois il y avait des parties où on était obligé en fait un humain normal en fait il est obligé de péter un câble en fait, pas forcément parce qu'il a mal joué ou que ses teammates ont mal joué ou quoi que ce soit, juste par exemple on prend un champion puis en face de notre adverse direct en fait il prend le parfait contre à ce champion. Donc on passe 20 minutes à rien faire, à lâcher le clavier limite, c'est super frustrant. Et surtout quand il y a les autres qui disent « Ah, t'as aucun impact sur la partie alors que c'est pas de ta faute ». Et que les parties sont longues en plus. Voilà, en plus, donc que c'est demandant en tout point, en fait, ça peut... le fait en fait de pouvoir crier sur quelqu'un, ça peut comment dire, commencer le problème donc de lancer une partie toxique, c'est-à-dire que tout le monde commence à s'insulter, mais je pense que c'est aussi utile parce que mais c'est nécessaire, attends, on se retrouve dans un jeu par équipe avec des gens qui ont des points de vue différents, on n'a aucun moyen de se confronter aux autres, quoi. Voilà, c'est du fascisme ce système. Et le problème du report en fait c'est ça, c'est qu'on était en otage en fait on était pris en otage en fait par le système de report, c'est-à-dire que il y avait marqué au début dans les loading screens faut les gens qui sont sympas avec les autres, ils gagnent 15% de plus de parties. Alors tout le monde pensait que c'était vrai d'être gentil pour gagner, mais en fait ça marche pas. C'est pas vrai. C'est une abomination. Enfin, c'est vraiment du fascisme parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on permet plus aux joueurs non pas d'avoir une réciprocité dans la pratique, à savoir tu fais un truc que j'aime pas, alors je peux y répondre, mais une interdiction par le jugement en dehors de la partie. C'est-à-dire que là, on permet pas aux joueurs, on leur donne pas des outils pour se défendre, on leur donne des outils pour prohiber. Quoi. C'est la folie. Enfin, genre, et les mises à jour d'avant et les dernières mises à jour, c'est au niveau des reports, c'est pareil. C'est donc avec le système de racisme, en fait, moi ou à peu près tout le monde, en fait, on essayait au bout d'un moment, on lâchait genre des commentaires en mode pour indiquer de quel pays on appartenait, pour savoir si l'autre en fait il était dans un autre pays, pour qu'il nous insulte sur notre pays, pour pouvoir mettre le report racisme, le fameux, qui permettait d'avoir un ban quasiment assuré. Et du coup, ah oui non mais tu te dis, y a que moi qui le fais, mais il y en a beaucoup en fait qui le font. Et c'est genre le petit commentaire raciste que la plupart du temps les gens s'en foutent en fait, genre ils voient ça partout, ils se disent encore un, on s'en fiche, mais là en fait ils sautent direct dessus, ils arrêtent de parler, ils attendent, ils lâchent les manettes comme ça pendant 20 minutes, ils attendent la fin de la partie, ils mettent un report et après hop ils sont contents parce que le mec qui a selon eux ruiné leur game, bah maintenant il va peut-être être ban. Et le nouveau système maintenant c'est on peut comment dire, on peut honorer ses teammates et en fait on nous l'invite dès le départ, c'est-à-dire que dès que la partie est terminée, il y a un gros écran avec tous les teammates et on peut pas cliquer sur autre chose que honorer le teammate en fait. Donc on nous force à être gentil et pour skip en fait, donc pour pas donner d'honneur, donc d'honorer, donc de donner une recommandation un peu comme Blablacar, on doit cliquer sur un petit bouton en bas. Et moi en fait instinctivement maintenant je fais même plus gaffe, je clique sur le petit bouton en fait. Ma souris à la fin est toujours sur le petit bouton parce que je dis, genre je vois pas l'intérêt de dire qu'un joueur était respectable à part de te forcer de on t'a mis une fessée, maintenant tu remets ton pantalon et tu souris comme ça t'es content. C'est pour ça que je trouve que le chat vocal ça en fait une dimension plus comment dire, c'est très faux comme terme, mais plus physique dans le sens où on va te parler directement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de la pure communication avec la voix. Et donc là, je trouve que ça calme un peu la rage. Bon, après, il y a toujours des trolls. Hein, mais je trouve que le chat vocal, du coup,
Pas évidemment, on règle pas du tout le problème au sens large. Mais, le problème du chat il aide vocal quand même un après, peu. c'est la langue justement, parce que Ouais, autant à tout l'écrit, le monde on tout le monde peut se se cale sur démerder. l'anglais du coup. Tout le monde se cale sur l'anglais. Ouais, mais des fois il y a des accents. Je pense au mien par Ah exemple. Ouais, non, mais... Bon accent, texan. Non, mais le ouais. problème en fait des problèmes de toxicité dans le jeu, c'est en général la toxicité ça vient parce que on nous enlève un truc. Par exemple le fait qu'on puisse gagner, qu'on nous a empêché de jouer de telle manière en fait, ça rend toxique. Et là en fait le fait qu'on enlève le fait d'être toxique, donc que les autres voient qu'on est toxique et tout ça, bah, en fait ça rend encore plus toxique. Donc les gens ils sont frustrés de pas pouvoir insulter et on leur dit non mais faut être gentil, si t'es pas gentil c'est que t'es un connard et on te le répète tellement qu'en fait il y a tellement de gens qui sont devenus énervés sur... Non mais ça m'énerve profondément parce que je vois quand tu parles à quelqu'un qui joue beaucoup à LoL et ils vont tous avoir le même discours, enfin pas forcément explicitement, mais ils ont tous à peu près le même ressenti, genre ah ouais, la dernière partie C'est un amertume. ah oui. La dernière partie, il y a un gars, il a foiré ma game, j'en ai marre de ce jeu, puis ils y rejouent et ils font 2 parties, ils sont contents, et la troisième, bah, il y a le fameux élément perturbateur et ils peuvent rien faire et du coup ils arrêtent. Et c'est très spécifique, il y a des jeux qui prennent des États-Unis, j'ai l'impression. Alors, voilà, je n'ai pas envie de dire que c'est du fascisme à l'américaine. C'est dit, ça y est. Et surtout que nous, notre nation de râleurs a beaucoup besoin de s'exprimer dans les jeux multijoueurs pour dire qu'on n'est pas content. Mais il y a aussi des jeux comme Hearthstone qui ont plus de chat actuellement, ni de chat vocal ni écrit, mais juste des emotes qui disent bonjour à l'abordage, merci beaucoup. Et ils ont même enlevé l'emote qui était négative, la seule emote négative, ils l'ont remplacée par un oups, désolé, c'est ça. qui sert à peu près à troll. Ouais, et en fait, la seule manière de communication non verbale qu'on a, c'est le spamming d'emote, toujours la même, dans une situation où on est en train de gagner. D'ailleurs, on peut pas trop ou inversement, spam en fait, parce que oui, au bout de 5-6 fois, le jeu t'interdit de continuer à amis, utiliser. On peut spammer le bonjour, mais un adversaire, on peut le faire, même pas, je crois 3 fois. Ouais. On a plus le droit pendant 10 secondes, un truc comme ça. Donc il faut bien timer la menace à chaque fois. Je vais vous mettre en pièces un maximum de fois, mais enfin c'est un coup de main à prendre. Mais c'est très agréable. C'est un autre jeu dans le jeu. En fait. Voilà, parce qu'en plus comme c'est un jeu avec beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'éléments hasardeux qui sont du hasard décisionnel en plus. C'est pas juste du setup ou de la mise en place. C'est vraiment je vais perdre ou je vais gagner suite à la décision de cette carte ou de cet événement aléatoire. Une chance sur 10 de gagner la game. Et quand ça arrive, on a envie d'insulter l'adversaire, quoi. Mais là, on va rentrer dans un autre débat qui est l'équilibrage. Et du coup, je pense qu'il est temps de conclure cette partie multi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour conclure ? Alors moi, déjà, j'avais pensé à un truc. Alors, j'ai pensé à autre chose, mais qui va ouvrir le débat, donc je vais pas le dire maintenant. Mais je reviens au tout début du podcast où on parlait de l'arcade salon multi, enfin online. Et du coup, j'y ai pensé en cours de route, mais on avait des salles d'arcade parce qu'on pouvait pas s'acheter des bornes chez nous ou pas forcément s'acheter de consoles. Et peut-être qu'on va aller avec la VR et compagnie vers quelque chose dans ce style-là. C'est vrai que du coup, on a perdu ce côté. Enfin, on a perdu. Je suis en 99, donc voilà. Les récits de mon frère et de mon père parlent à ma place, on va dire. Mais c'est vrai que on a perdu ce côté arcade où tout le monde était réuni au bord d'une arcade et c'est à moi, maintenant je vais faire le meilleur score. Donc je parle à travers, c'est un fantôme, ce n'est pas moi, il me parle. Et il y a peut-être une hypothèse sur la VR, vu qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir l'aménagement pour la VR. Et l'argent aussi. Et l'argent, à Paris, c'est... Ouais. Surtout en plus à Paris, donc oui, peut-être un petit retour, comme à l'époque des salles d'arcade, mais avec de la VR. Je pense notamment à l'arcade une sorte de motojet Star Wars qui est une espèce de machine qui voyageait de pays en pays en fait. Et c'était vraiment une grosse technologie que évidemment personne. Avoir ça chez soi, c'est pas comme un PC où justement il y a eu cet éclatement après l'arcade où tout le monde était chez soi avec sa console. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie tout le monde ici présent, notamment Jonathan qui a fait le déplacement. Avec plaisir. Vous pouvez donc nous retrouver en ligne tous les mois sur la chaîne YouTube de l'ICANN.
Vous pouvez évidemment, en attendant, partager, commenter, en parler autour de vous, liker la page, suivre les actualités, etc. Et le mois prochain, nous nous retrouvons, pas forcément avec moi parce que l'équipe va tourner. Au revoir tout le monde, Au revoir. à la Au revoir. prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Alors bonjour tout le monde et bonjour tout le monde. C'est ma première fois que je parle dans un micro. Tu peux donner les Est-ce que destinations de carrément, PUBG, Pochinki, Stelber, School, prison. De quoi? Military ou rien, on s'en bat les couilles. C'est les lieux de la map de. Ah, En ce moment, Non, j'envoie des je l'ai textos pas, à je haut l'ai tous pas. les jours avec ça. Une position de vue. je crois que J'ai pas parlé moi. Par contre, on va galérer sur le il a pas parlé. Ouais, j'ai pas parlé. Ah, c'est ton tour. Du coup je parle. Non, mais on commence pas Bah vas-y. Je parle mais je sais pas quoi dire en fait. Ce qui est bien c'est que il y a quand même 3 bouteilles d'eau sur la C'est quand table. même censé être le lead. Hein, donc. Ouais mais là c'est un test micro. Bon. C'est de la bonne eau du robinet. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce premier podcast. Le temps passe à une vitesse dingue. Et- Malheureusement, il est déjà temps de conclure. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur la chaîne YouTube de l'ICANN et potentiellement ailleurs, mais vous allez être au courant. Vous pouvez évidemment en parler autour de vous, diffuser, partager, commenter, liker. Si... voilà. À vous les studios. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. 3, 2, 1. Bon, je vais conclure quand même parce qu'on a le temps passe, mine de rien. Ou alors si vous avez 2 mots, en 2 mots. Rito, c'est nul. Bon, et bah on va s'arrêter là du coup. Bonne soirée, journée, matinée, nuit à ceux qui nous écoutent au transport, ceux qui écoutent dans les transports. WC pour ceux qui écoutent. Bref, il est temps de conclure. Je vous dis à la revoyure. Et ben. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'écoute. Est-ce que tu m'entends correctement, cette principale? Je m'entends.